Dans le petit sondage de Laure et de Pierre juste avant, c'était le deuxième critère des enablers de la data collaboration, la définition des indicateurs de performance. Donc on va plonger dans le monde de la mesure avec deux invités de choix. D'abord, on a le plaisir de recevoir Julien Rosanvallon, Chief Marketing and Client Officer chez Médiamétrie. Merci infiniment Julien de ta présence. Et Laurent Delahode, avec plus de 5 ans d'expérience chez un autre acteur incontournable du retail média, TikTok, en tant que directeur commerce. Bienvenue. Bienvenue. Installez-vous. Et Julien, je précise, c'était la fin de mon introduction, mais Pauline, tu as été plus rapide que moi. La publication, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, d'un ouvrage de référence en matière de mesure des médias que tu as co-signé avec Benoît Cassaigne et Philippe Tassi, la mesure des médias à mettre dans toutes les bonnes bibliothèques de marketing. Absolument. Absolument. Où il nous arrive de nous croiser. Laurent, voilà un micro. Moi, je vais essayer de prendre celui-là. Merci. Parfait. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet de la mesure, quels sont les enjeux et de quoi on parle quand on parle de mesure et de commerce média? C'est un peu l'idée d'un 110 mètres haies, la mesure d'efficacité et le média. Et pour prendre un tout petit peu de recul, on s'est dit que finalement, pour rentrer dans ce sujet, tout commençait par un brief d'annonceur, avec en général au moins un objectif, idéalement une cible qu'on cherche à bien définir, et puis sous contrainte budgétaire. Alors le 110 mètres haies, il commence, on va le voir, par délivrer des contacts utiles sur la cible qu'on souhaite couvrir, avec idéalement le bon niveau de visibilité, le bon niveau de répétition de ce message, pour générer de l'attention, ensuite idéalement de la mémorisation, et puis si tout se passe bien, à la fin de ce 110 mètres haies, un peu d'intérêt et éventuellement un comportement ou une attitude favorable. Et donc il y a 3 grandes dimensions qui guident l'échange qu'on va avoir avec Pauline autour de ce sujet de la mesure. Il y a d'abord une dimension technique de media planning, d'achat média, donc la capacité à bien définir sa cible et s'assurer qu'on couvre intelligemment la cible qu'on souhaite adresser avec le bon niveau de répétition. Ensuite, il y a plutôt une composante, disons, créative ou émotionnelle, publicitaire, quand on parle d'attention, de mémorisation du message ou d'intérêt. Et puis ensuite, une dimension un peu plus business, plus économique aussi peut-être, dans ce qu'on appelle l'outcome-based marketing, donc le fait de rechallenger le brief suivant en fonction des comportements réels qu'on a réussi à générer sur la campagne précédente. Alors pour guider cet échange-là, Julien, peut-être pour commencer, on a beaucoup parlé depuis le début de notre après-midi de ce qu'apporte l'accès croissant en commerce média à des données de transaction pour mieux mesurer l'efficacité du média, donc l'impact du média sur les ventes. Qu'en est-il de la valeur en commerce média des données d'audience, des données d'exposition sur une cible, des données de répétition, des données de reach? De ton point de vue, quelle est la valeur de ces données d'audience? Elles sont essentielles et le graphique que tu as montré, que je vais reprendre avec des mots un petit peu différents, mais fondamentalement identiques. Les annonceurs investissent pour communiquer, investissent avec un objectif d'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est visé. Mais pour arriver à cette efficacité, on dit souvent qu'il y a une pyramide de l'efficacité, une sorte de théorème de Pythagore de l'efficacité. Et les fondements de cette théorie, c'est l'audience. Parce que c'est la première étape. La première étape, c'est toucher le consommateur. Toucher le consommateur, et d'ailleurs, dans ces fondements, on dit souvent l'indicateur absolument référent, c'est la couverture, le reach en anglais, et avec un paramètre associé qui est celui de la fréquence. Pourquoi ces 2 paramètres? Ils sont absolument essentiels. C'est tous les modèles d'efficacité sont construits et utilisent ces données-là parce que c'est ce qui va permettre de comprendre au début le fondement de l'économie. Si je touche trop de monde et si je touche une cible trop large, je ne touche pas la bonne population. Et tout à l'heure, on voyait bien l'importance de toucher la bonne population. Je ne dépense pas mon argent de la bonne façon. Et si je touche pas assez de gens, reach trop faible, je passe à côté d'opportunités. Et la fréquence, si j'ai une fréquence qui est pas assez importante, l'efficacité, elle est pas bonne. Je génère pas de mémorisation ou d'émotion, etc. Et si elle est trop importante, eh bien, je dépense trop d'argent parce qu'il y a une lassitude auprès du consommateur. C'est la base
Pour cette raison, donc, parce qu'on commence par là. Ensuite, il y a plein d'autres paramètres qui sont tout aussi importants. L'attention. Il y a quelques semaines, j'étais à une conférence pour parler de l'attention. Et l'attention, c'est un autre élément très important. Et pas mal de gens disent l'attention, c'est presque plus important que l'audience. Pourquoi pas? On pourrait le dire, je vais revenir dessus dans un instant. Au-dessus de tout ça, il y a l'émotion. L'émotion, c'est presque encore plus important. Là, on est très proche aussi de l'émotion, de la mémorisation, et on se rapproche encore plus de l'efficacité. Mais alors, pourquoi est-ce que dans toute cette pyramide, sorte de théorème de Pythagore de l'efficacité, pourquoi est-ce que l'audience est si importante? Elle est si importante parce que c'est le critère qu'on peut mesurer de la façon la plus universelle, la plus objective et simple possible. Je ne dis pas que c'est simple, parce que les mesures d'audience, surtout dans un univers cross-média, sont très compliquées. Mais l'audience, c'est dire qui voit quoi, quand, pour faire très très simple. Tous les autres indicateurs d'efficacité, d'émotion, d'attention, ils sont très intéressants, ils sont très importants. Évidemment, savoir si vous regardez l'écran comme ça ou si vous le regardez comme ça va avoir une incidence. Mais vous comprenez bien que la mesure de l'attention, elle n'est pas aussi universelle. Parce que, est-ce que c'est une attention auditive ? Est-ce que c'est une attention émotionnelle ? Est-ce que c'est une attention visuelle ? Je vais vous dire, si vous allez voir un acteur de la grande distribution, il va vous dire, moi en fait ce qui compte c'est que mon claim, le prix de la cagette qui est annoncé, alors après il y a des restrictions en télévision, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais disons online, la promotion, où là je veux l'entendre et c'est ça qui compte. Vous allez voir un annonceur du luxe, il va vous dire des choses très très différentes. Donc cette notion, elle n'est pas universelle. Or, les acteurs, les annonceurs ont besoin d'un langage commun, d'un socle commun pour pouvoir construire leurs opérations marketing. Et c'est là que des tiers neutres et indépendants comme Médiamétrie rentrent en ligne de compte. On reviendra sur le sujet de la data en connectant tout un tas de silos, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où les données de Médiamétrie, finalement, elles sont plus les seules. Il y a plein d'autres données bien plus riches. Les données de TikTok, TikTok a des données, ils connaissent leurs consommateurs sur le bout des doigts. Mais ils connaissent leurs consommateurs sur le bout des doigts dans l'environnement de TikTok. Et tout à l'heure, on l'a vu avec LiveRamp, il y a un enjeu majeur aujourd'hui. C'est celui de la connexion. Et des acteurs comme Médiamétrie, avec des mesures d'audience, notre rôle, c'est d'apporter les outils pour créer de la connexion, une plateforme qui va connecter justement tous ces jeux de données, tous ces environnements de données, avec un langage commun, des métriques communes, et créer la confiance, ce qui est un élément absolument fondamental pour tous les acteurs économiques. Et dans votre vie quotidienne, on l'oublie souvent, quand vous allez faire vos courses, et que à la caisse, les distributeurs ici le savent, les caisses enregistreuses, elles sont toutes certifiées et validées par un organisme tiers. Elles sont contrôlées. Toutes les entreprises en France aujourd'hui ont leurs comptes qui doivent être audités, au-delà d'une certaine taille, audités, certifiés, validés, avec des normes communes, etc. L'audience apporte, et des acteurs comme Médiamétrie apportent cette réponse dans l'environnement des médias. Et créer la confiance, c'est ce qui permet à l'écosystème des médias et à tous les acteurs qui utilisent cet écosystème des médias de se développer de façon sereine. Merci beaucoup, Julien. Et Laurent, pour compléter, d'après toi, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les typologies de données auxquelles les marques peuvent accéder ? Je pense que déjà, juste pour revenir sur un point, effectivement, les données de transaction aujourd'hui sont centrales pour tous les annonceurs et ce n'est pas forcément toujours connu, mais chez TikTok, on a tout un ensemble de solutions de mesure, que ce soit sur site, que ce soit en magasin aussi, pour être en capacité justement de pouvoir traquer justement ces mesures, et tout un ensemble de partenaires tiers, je pense notamment à LiveRamp ici présent, ou des entreprises comme Circana qui nous aident à traquer tout ça. Je pense que une fois qu'on a travaillé justement un peu avec ces partenaires, ce qui va être central, c'est non pas simplement d'avoir un chiffre en disant voilà ce qu'une plateforme comme TikTok a pu apporter en incrément de vente, mais vraiment c'est la granularité qu'on va pouvoir proposer dans la lecture de cette data, justement pour être le plus précis possible.
Je vais prendre quelques exemples, et ce n'est pas forcément une hiérarchie qui est pour le coup gravée dans le marbre, où j'ai toujours tendance à penser que pour le coup ça reste des pistes d'optimisation, des pistes d'apprentissage, et tu le disais tout à l'heure, je pense que la mesure de manière générale, et je parle au prisme de TikTok, est une sorte de feuille de route. On ne peut pas se dire qu'on fait un test et que on a appris systématiquement une vérité absolue. Il faut absolument être vraiment dans cette logique d'optimisation, dans cette logique long terme. Et pour prendre un exemple, aujourd'hui, quand on va travailler par exemple sur des études de vente, on va aller regarder beaucoup d'indicateurs différents pour savoir comment on peut améliorer les résultats. Ça va être typiquement la fréquence, tu le disais, c'est un enjeu qui est absolument clé sur une plateforme comme TikTok. Vous le savez, les utilisateurs ont tendance à aussi très rapidement consommer du contenu. Donc de ce fait, on va établir quel est le niveau de fréquence qui va être extrêmement différent en fonction des sous-verticales dans le retail pour justement déterminer quelle est la fréquence ideale pour un annonceur pour aller chercher à générer des ventes. Et là, pareil, on va se dire, est-ce qu'on parle de vente sur le site e-commerce? Est-ce qu'on parle de vente en magasin? La typologie va être différente, les fréquences vont être différentes. Et là, on rentre encore dans plus de granularité. Je vais prendre un autre pan. Aujourd'hui, on se dit très bien, on reçoit un brief. Ce brief nous dit, moi, mon objectif principal, c'est de travailler mon image. Mais en réalité, je mesure quand même les ventes. Donc finalement, nous, en tant que TikTok, notre enjeu, c'est de dire, OK, très bien, quel est le numéro 1 là-dedans? Ça peut paraître basique, mais finalement, c'est hyper essentiel. Juste de revenir au prisme de qu'est-ce qu'on va regarder à la fin pour définir le succès ou non de la campagne. Et de ce fait, on travaille beaucoup sur des enjeux full funnel. On en a beaucoup parlé justement au prisme des précédents panels. Et donc, du coup, on va aussi mesurer, est-ce que le branding a eu un impact plus important sur les visites en magasin, ou est-ce que c'est plutôt la partie e-commerce en réalité qui a drivé aussi les ventes en magasin, pour faire écho à ce que tu disais, Gwenola, tout à l'heure, sur la complémentarité entre le parcours digital et le parcours en magasin. Donc en fait, on prend tous ces indicateurs et bien évidemment les indicateurs de fréquence et les indicateurs d'audience pour aller déterminer d'un point de vue socio-démo, est-ce qu'il y a certaines catégories qui surpondèrent ou d'autres pas? Est-ce que de ce fait, on devrait travailler des éléments créatifs qui seraient peut-être dissociés entre les différents segments d'audience, les différents segments d'intérêt, entre le retargeting et notamment quand on travaille avec des partenaires comme LiveRamp, on a accès à des segments d'audience qui sont les segments d'audience de nos clients pour aller voir aussi si on a une pondération un petit peu plus forte là-dessus. Donc j'aurais tendance à dire, et c'est un peu une réponse de Normand, c'est que quand on doit hiérarchiser, la réalité, c'est qu'on doit, de notre côté, aller creuser avec la marque, avec toutes les études qu'elle a pu faire précédemment, pour essayer d'apporter la meilleure réponse, et surtout pour se dire, il ne faut pas qu'on se dise, voilà, on va le faire sur un one-shot, là maintenant sur cette campagne, il va plutôt falloir qu'on le travaille sur une logique long terme, en établissant des sortes de milestones pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on a appris à chaque fois qu'on a fait ce type d'études, et comment on peut l'optimiser au long cours. Merci beaucoup Laurent. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de partager avec nous, c'est l'exemple du brief de notoriété de marque qui a aussi pour objectif de générer des ventes. Peut-être Julien, tu peux nous éclairer face à deux grandes tendances. D'abord, la première tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de digital dans le mix média. On introduisait l'après-midi avec les deux courbes qui se croisent aux États-Unis en matière d'investissement publicitaire. C'est la télé linéaire qui, pour la première fois, pèse moins que les investissements en retail média. Et la deuxième grande tendance, c'est l'accès croissant à ces données de transaction. Alors, est-ce que c'est un challenge pour la mesure du haut de funnel, pour la mesure du branding, parce qu'on ne va pas construire des marques avec du ROAS, qui est pourtant un indicateur qui vient du digital, en tout cas pas uniquement avec du ROAS. Quel type de challenge tu vois émerger et comment les adresser? Alors, fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette digitalisation, elle a en même temps tout changé et rien changé. C'est-à-dire que sur les fondamentaux de l'audience que j'évoquais tout à l'heure, j'aurais pu vous dire ça, quelqu'un d'autre aurait pu vous dire ça il y a 20 ans, fondamentalement, ce n'était pas forcément très différent. Peut-être le digital, en fait, renforce tout ça parce que le digital crée beaucoup plus de fragmentation des usages, de la donnée. Il y a beaucoup plus de données, mais aussi beaucoup plus fragmentées. Alors, l'audience, par ailleurs, le modèle de la mesure d'audience a complètement changé aussi. C'est-à-dire que la vision, dans cet univers digitalisé, la vision des mesures reposant uniquement sur des panels ou des échantillons est morte. Aujourd'hui, toutes les mesures d'audience qui existent reposent sur des systèmes qu'on appelle hybrides, qui mélangent, qui marient des données issues d'échantillons et de panels avec des données. Et
cette combinaison, elle est absolument clé. Elle pose pour nous parfois un certain nombre de problèmes. C'est que l'enjeu d'un mesureur d'audience, c'est d'être représentatif et de pouvoir donner une photographie la plus complète possible. Quand un annonceur va diffuser une campagne et qui dit « Ah, bah là, sur ce segment, j'ai pas de données, c'est pas grave. » Ah oui, c'est les non consentis, bah, j'ai pas de données ici. Oui, mais si les non consentis, nous, si on est là pour donner une mesure d'audience d'un acteur, et si les non consentis, c'est 20 ou 30%, nous, notre métier, c'est de donner une photographie complète et globale. Donc, il y a cet enjeu de rester représentatif et de pouvoir avoir cette photographie globale, petit 1. Petit 2, un enjeu de participation de plus en plus important. Aujourd'hui, on a créé un comité cross-média pour piloter nos mesures total vidéo publicitaires et éditoriales. Les broadcasters sont présents, de nombreux annonceurs, de nombreuses agences, les plateformes comme Google, Netflix, Disney, Amazon, Paramount, pas encore TikTok, on espère prochainement. Et c'est l'occasion de construire justement des systèmes dans lesquels on peut se mettre d'accord sur cette notion de représentativité, sur des indicateurs communs qui sont aussi un autre élément très important. C'est que cette digitalisation, elle va aussi avec une multiplication de sources de données. Dans les différentes sources de données, alors oui, l'IAB Tech Lab certifie et normalise un certain nombre d'indicateurs. Mais je vous assure que la façon dont se mesuraient les vidéos nativement sur toutes les plateformes vidéo du monde sont radicalement différentes. Et qu'à un moment, si vous n'avez pas un guide qui vous dit, bah voilà, en fait, on va les standardiser et on va définir un indicateur commun, vous aurez beaucoup de mal à naviguer. Par exemple, Netflix a beaucoup changé là-dessus, mais il y a quelques années, Netflix mesurait un téléspectateur à partir du moment où vous regardiez quelques minutes. Puis après, ça n'a pas été quelques minutes, il fallait regarder un peu plus longtemps. Aujourd'hui, ils ont totalement changé, ils ne mesurent plus des minutes, ils mesurent un nombre d'heures. Bon, et tout ça a une incidence fondamentale quand on sait, par exemple, juste pour faire la comparaison avec la télévision, qu'en télévision, il faut avoir vu tout le programme pour être un téléspectateur. Comparé avec YouTube, c'était quelques secondes, puis là aussi ça change pas mal. Et sur certaines plateformes sociales, je ne connais pas la définition de TikTok, mais je sais que sur d'autres plateformes sociales, c'est quelques millièmes de secondes qui peuvent générer une vidéo vue, avec d'ailleurs à l'appui pas mal d'analyses sur l'efficacité que je ne commenterai pas, mais qui ont été faites pour dire que l'efficacité peut apparaître dès les premiers millièmes de seconde. J'en sais rien, je pense que ça dépend vraiment du type d'efficacité dont on parle. Mais en tout cas, là encore une fois, on voit l'importance d'avoir cette dimension de langage commun sur les métriques. Alors, on n'est pas un acteur, les acteurs de la mesure d'audience, on n'est pas un acteur technique, une plateforme technique comme LiveRamp. Et on travaille, d'ailleurs, on a beaucoup de discussions, enfin on a rencontré LiveRamp plein de fois, mais on a plein de discussions avec des acteurs qui offrent ces capacités de connexion des données, parce que les mesures d'audience de demain seront construites justement en se connectant. Avant de venir, on était au téléphone avec Google, Netflix, tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, on discute avec eux pour voir comment connecter leurs données avec les nôtres. Comment peut-être utiliser des systèmes d'ID uniques qui nous permettent d'être connectés. Donc avoir cette connexion avec l'univers de la data parce que c'est absolument fondamental. Et en même temps, garder l'ADN central des mesureurs d'audience, d'avoir cette vue globale qui permet d'apporter une neutralité, un langage commun et créer la confiance. Merci. On va parler créa maintenant. On sait que la création est centrale chez TikTok. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'analyse créative unique de TikTok peut être articulée avec cette mesure d'incrémentalité des ventes ? Alors c'est un sujet qui est très compliqué, oui. Parce que vous doutez bien, on est avant tout une plateforme de divertissement avant d'être une plateforme sociale. Donc la première question qu'on a quand les annonceurs viennent nous voir, c'est comment je dois créer des contenus pour être le plus efficace sur TikTok.
Alors, on travaille dans l'entreprise, on a suffisamment d'expérience, beaucoup de data qui nous permettent de savoir que travailler avec des créateurs, c'est une bonne façon de s'implémenter sur TikTok, pas l'unique façon, faire de l'UGC, avoir beaucoup de contenu, parce qu'on a une fatigue créative qui est très forte sur TikTok, mais également aussi travailler des aspérités peut-être un peu plus directes, notamment les formats carousel, etc. Ça fait qu'en fait, on a énormément d'informations qu'on leur partage, mais en réalité, trouver l'axe direct, la bonne pratique de il faut faire ça, 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 avec tel volume de contenu, etc., c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que quand on parle de créa, tu le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de l'aspect émotionnel aussi. Sur une plateforme de divertissement comme TikTok, c'est extrêmement important de pouvoir aussi connecter cet aspect émotionnel à la logique du contenu et finalement de se dire est-ce que derrière ça apporte de l'efficacité concrète, donc quelque chose de plus tangible versus de l'intangible entre guillemets sur la partie créative. On a commencé à travailler avec certains instituts, notamment un institut international qui s'appelle System One, qui en fait définit des sortes de métriques d'attachement émotionnel. Donc en fait, ils ont tout un ensemble de quadrillage émotionnel, de la tristesse à la peur, etc., qui vont en fait mapper sur les différents contenus. Ils ont tout un travail de panel justement pour pouvoir faire tout ça. Et on a en fait à l'intérieur de TikTok tout un ensemble d'équipes mesures, marketing science, on les appelle chez nous, qui vont essayer de connecter justement tous ces métriques à des métriques de vente quand on arrive à les mettre en place avec des annonceurs pour essayer justement de corréler les deux. Est-ce que les contenus qui ont eu une aspérité plus émotionnelle ont été finalement ceux qui ont généré le meilleur impact ? Et cette aspérité émotionnelle, souvent, est une aspérité long terme. L'impact de vente est une aspérité, du coup, beaucoup plus court terme. Donc, comment on peut essayer de travailler les deux ensemble ? C'est souvent un sujet qui est très difficile à traiter. Je ne dis pas qu'on a trouvé le modus operandi le plus efficace du marché. On essaie justement, finalement, de connecter un petit peu tous ces data points ensemble pour être le plus précis possible. On a même établi une sorte de livret blanc avec ce partenaire qui est hyper intéressant et qui nous permet notamment de déterminer que, je parlais tout à l'heure des créateurs de contenu, c'est top de travailler avec des créateurs de contenu, mais quand les marques travaillent avec des créateurs de contenu, de manière générale, il y a une assimilation moins forte qui se fait avec la marque. Donc c'est comment elles vont réussir à travailler avec des créateurs tout en s'assurant que l'ADN et l'image de la marque soient parfaitement renvoyés. Donc parmi ces généralités, travailler avec des créateurs, il y a des aspérités un peu différentes, il y a des niveaux différents, il y a des façons un peu plus larges d'aller travailler là-dessus. Et là, typiquement, quand on a établi un petit peu ces normes, on parle de normes d'incrémentalité, de retour sur investissement. Donc on a finalement connecté ces datas à de la donnée tangible pour des clients. J'espère, on pourra, a priori, on est en discussion notamment avec nos amis de LiveRamp sur le sujet, puisqu'on a mis en place une série d'études avec un annonceur dont je tairai le nom, mais qui est de la verticale Tech et Consumer Electronics en fin d'année, justement pour connecter tous les insights qu'on a appris sur la partie créative et comment ils se sont connectés sur les ventes qu'ils ont pu générer chez un partenaire retailer. Donc c'est typiquement ce genre d'études qui permettent de nourrir finalement toute l'optimisation qu'on peut mettre en place sur TikTok et de définir des normes créatives justement pour être le plus efficace. C'est le sujet clé côté TikTok, c'est comment lier cette créativité à du retour sur investissement direct et assurer qu'on puisse optimiser la présence de nos clients. Merci. Et encore une question difficile. Si tu devais retenir 3 KPI full funnel, ça serait lesquels et en quoi TikTok innove en matière de KPI ? Difficile question. De rien. J'aurais tendance à dire déjà, on aime bien dire ça chez TikTok, on n'est pas dans le one size fits all. Aujourd'hui, quand on va aller voir un annonceur avec nos catalogues de solutions, que ce soit nos propres solutions, que ce soit nos solutions partenaires, je vous le dis, ça ne fonctionne pas. On va plutôt aller se poser la question inversée en se disant, OK, on va aller creuser concrètement quels sont les objectifs prioritaires de la marque. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, on va avoir une marque de PGC qui va être très forte en télé, qui va faire beaucoup de vidéos en ligne et qui va se dire, voilà, j'ai eu cette tendance finalement à privilégier ces plateformes et pas forcément anticiper TikTok dans mes gros temps forts en télé. Est-ce que je peux travailler une complémentarité et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement ? Donc là, on va aller effectivement aller se poser sur le brief. On va travailler avec des partenaires. Typiquement, on a mis en place des études avec Kantar qui s'appelle Lift Plus pour aller mesurer à la fois l'incrémentalité de couverture, mais également l'incrémentalité qu'on peut apporter sur des items de considération, des items d'intention d'achat, etc. Donc on réfléchit d'abord au brief et après, on propose des solutions plutôt que de faire l'inverse. Solution numéro 2 ou sujet numéro 2,
On a des annonceurs qui sont présents chez nous à 90% sur de la performance pure et dure, principalement sur leur propre site. Je pense notamment à des marketplaces et qui vont avoir un seul indicateur qu'ils regardent, leur source de vérité. Et ça, c'est un sujet clé. C'est toujours de s'assurer de bien comprendre de notre côté la source de vérité du client, s'il regarde les données sur GA, s'il regarde les données d'incrémentalité, etc. Bref, j'en reviens sur mon cas pour éviter de me disperser. On va avoir notre client qui va nous dire de manière très simple, moi je regarde le retour sur investissement incrémental, je mets des conversion lifts sur l'intégralité des plateformes, je sors à chaque fois cette data tous les mois, et les plateformes qui génèrent la meilleure incrémentalité, finalement, je les favorise après dans mes plans médias. Donc en fait, on va se poser pareil sur une méthodologie et non pas sur une méthodologie en disant on va mettre en place une étude, on va plutôt se dire on va travailler une feuille de route déjà pour réussir à avoir une première base et pour pouvoir ensuite continuer d'optimiser nos actions et ce sur le long terme. Donc c'est encore une fois un peu une réponse de Normand. Le vrai sujet, c'est qu'on se positionne beaucoup plus dans une logique d'écoute de nos annonceurs, d'essayer de comprendre les problématiques plutôt que dans une logique catalogue à exposer nos solutions. Parce que la réalité, c'est qu'on a toujours des typologies de solutions, que ce soit nos propres solutions, que ce soit des solutions avec des partenaires, qu'on peut travailler pour répondre aux objectifs de nos clients. C'est une transition parfaite. Merci Laurent, mais tu as évoqué 2 mots-clés. Feuille de route et incrémentalité. Alors de ce point de vue-là, avec Gabriel, on voulait revenir sur un cas particulièrement intéressant parce que tout l'enjeu consiste non pas à faire 1, 2 ou 3 mesures incrémentales de campagne ou de stratégie, mais à l'inscrire dans du moyen long terme pour justement construire une feuille de route de test and learn basée sur l'incrémentalité, Gabriel. C'est exactement ça. Et on voulait vous partager un cas qu'on a fait avec un annonceur Smartbox. On voulait vous parler de l'histoire qu'on a eu avec eux cet été. Donc on est arrivé pour faire un audit et on est parti du constat qu'on est beaucoup à partager, que leurs mesures et leur framework de mesures actuelles, ils survalorisent le bas de funnel, on a un impact branding qui est ignoré, ou sous-valorisé en tout cas, et on a un gaspillage budgétaire. Donc suite à ça, ce qu'on a décidé de mettre en place, et ce qu'il y a en place depuis cet été maintenant, c'est un protocole de mesures itératif, où on vient mettre en place un grand nombre de mesures, avec pour objectif de construire des croyances fortes, basées sur la data, basées sur l'incrémentalité, pour se dire, quand je fais du branding sur Meta et TikTok en même temps, comment ça fonctionne, comment je gère mon média mix, etc. Sur la slide d'après, on a créé avec Smartbox un framework de décision, de mise en place de cette incrémentalité qui est clair, donc en 5 étapes. On définit une question business et l'objectif, c'est de toujours partir de ça. Donc on part de quel est le bon média mix, quel est le bon niveau de capping, le bon niveau de fréquence, etc. Une fois qu'on a défini ça, on définit les bonnes hypothèses. Une fois que ces hypothèses elles sont définies, on passe au design du protocole incrémental, donc que ce soit de la géo-incrémentalité quand on regarde sur TikTok, quand ça soit du conversion lift, quand on regarde sur du Meta, ou tous les autres protocoles que vous pouvez connaître, du test témoin avant ou après la campagne, etc. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'analyse, et une fois que l'analyse est faite, on met en place ces actions. L'objectif, c'est d'en faire entre 40 et 60 par trimestre, avec pour objectif de construire ses croyances et de construire de façon itérative le plan média et toutes les idées qu'on peut avoir pour être beaucoup plus à même de choisir le bon média mix, la bonne répartition budgétaire entre les leviers, grâce à une croyance data qu'on se construit. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Donc ça fait quasiment un learning par jour, 60 expérimentations en jour ouvré, en tout cas par trimestre, et ça n'est qu'un début. Alors Julien, peut-être pour rebondir là-dessus, quand on parle d'incrémentalité et de plan média ou de mix média, on arrive évidemment à cet enjeu de vision unifiée et cross-média, sur lequel Médiamétrie est évidemment un acteur central. Et on parle évidemment dans ces logiques de cross-média, d'allocation de ressources et donc d'arbitrage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de mesures unifiées du cross-média pour fournir aux marques des bases comparables et robustes pour prendre justement des décisions d'investissement éclairées? Et peut-être où se situe la France dans un cadre international, parce qu'il y a aussi plein d'initiatives, notamment de la WFA, intéressantes à ce sujet. Donc, de façon très concrète, on a lancé il y a quelques années un grand plan d'investissement avec nouvelles technologies de mesure pour proposer des solutions sur cette mesure cross-média avec un focus sur la vidéo pour commencer. Donc on a constitué ce comité dont je vous ai parlé qui regroupe les acteurs clés de ce marché
avec une base pour commencer. On espère d'autres acteurs demain. On a quand même déjà une base très solide. Et on a commencé à produire les premières mesures éditoriales en gros fin 24, début 25. Donc ça fait quasiment un an qu'on produit. Les souscripteurs ont accès à l'audience de YouTube, Netflix, Disney, Amazon, Paramount, des plateformes, des chaînes, etc., etc. Et on a, sur la dimension publicitaire, commencé à produire des mesures sur l'univers de la télé linéaire et de la CTV pour les broadcasters et pour une ou deux plateformes. Ce qui va changer en 2026, c'est qu'on a annoncé un accord avec un acteur qui s'appelle Audience Project, qui a déjà une plateforme qui fonctionne. Alors, on ne va pas revendre la solution d'Audience Project, mais on va utiliser en gros leur techno, leur connexion aux données pour produire une nouvelle mesure d'audience publicitaire cross-vidéo. En gros, dans le courant du premier semestre 2026, fin T1, début T2, il y aura les premières mesures qui seront livrées. Et l'intérêt, une des raisons pour laquelle on a choisi ce partenaire, c'est qu'ils sont déjà connectés à un grand nombre de plateformes vidéo. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans ces plateformes vidéo, toutes ne seront pas, qui sont connectées à la plateforme AP, toutes ne seront pas dans notre mesure. Pourquoi ? Parce que notre mesure nécessite de souscrire déjà à la mesure, ça c'est la base, et deuxièmement surtout de s'engager à publier les métriques qu'on a définies pour mesurer des campagnes publicitaires vidéo. Et aujourd'hui, tous les acteurs n'ont pas encore ou souscrit ou accepté ces nouvelles métriques. Et pour faire simple, ces métriques, elles sont assez ouvertes. Elles intègrent des données de complétion. Elles disent simplement que pour faire une comparaison entre de la télé, de l'audience, de plateformes vidéo, il faut des métriques d'impression servie. On va dire que c'est la base. Des métriques d'impression visible, ça, notamment les données MRC, IAB, c'est aussi un socle fondamental. Et ensuite, il faut tous les quartiles de complétion, 25, 50, 75, 100. Et pour dire les choses clairement, ce débat d'ailleurs, il n'a pas lieu qu'en France. C'est un débat qui a lieu aussi en Angleterre, dans lequel il y a ce fameux projet pilote de la WFA avec des grandes plateformes. Toutes les plateformes ne sont pas d'accord avec le choix de ces indicateurs. Ce qui est apparu au marché français, c'est que la proposition qui est faite ici, elle est très ouverte. C'est-à-dire, elle n'est pas de dire, c'est pas ou les impressions servies ou un quartile à 100% de complétion, c'est l'ensemble de ces métriques, ce qui permet à chacun, et notamment les annonceurs ont beaucoup insisté pour dire que c'était important parce que selon les types de campagnes, on pouvait s'intéresser à différents types de métriques. Et pour finir sur la dimension internationale, c'est que Médiamétrie est, à ma connaissance, le seul pays dans lequel on réunit tous ces acteurs autour d'une table, des broadcasters, des plateformes, des agences, des annonceurs, pour parler de ces sujets. En Angleterre, il y a ce grand projet Origine, mais les annonceurs, malheureusement, n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec broadcasters et annonceurs n'ont pas pu se mettre d'accord. À ce stade, on verra comment les choses évoluent. Néanmoins, on est très très connecté avec tous nos homologues européens et américains parce que la mesure n'est plus seulement un sujet local. Quand on faisait la mesure d'audience de la télé il y a une dizaine d'années, c'était quelque chose de local. Tout ça, c'est fini, évidemment, parce que il y a au-delà du fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs internationaux, d'annonceurs internationaux, il y a des plateformes internationales, il y a des médias internationaux. Et donc, de fait, imaginer les mesures de façon uniquement locale n'a plus de sens. Et donc, on est de ce point de vue-là très, très connecté avec ce qui se passe autour de nous. Merci infiniment, Julien. Alors, il s'avère que nous sommes aussi mesurés et qu'on nous annonce que nous avons 5 minutes de retard. Donc, je vous propose de conclure là-dessus. Et évidemment, Laurent et Julien, vous serez disponibles pour la pause qui arrive juste dans quelques minutes, je crois, avec la possibilité de répondre à toutes vos questions à distance. Vous pouvez nous laisser votre adresse email, vos questions, si vous en avez pour Julien et Laurent. Et on s'assurera d'y répondre. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.